De la même manière qu'il y a des femmes qui, grâce à leur savie et à son maquillage, deviennent de vraies beautés, et des petits acteurs ou chanteurs qui, grâce au travail de leurs agents, deviennent des grands stars par tous aimés, il y a aussi des œuvres d'art qui, grâce à leur aura ou l'histoire, deviennent par tous connus. Je vous raconte tout cela parce que je pense à la Vénus de Milo, dont l'histoire et les événements qui l'entourent l'ont fait très célèbre. Si nous voulons connaître l'histoire de la Vénus de Milo, il faut remonter au premier empire français, celui créé par Napoléon Bonaparte. Après la chute de Napoléon, avec la restauration du règne en France sous Louis XVIII, le nouveau régime a voulu maintenir une présence navale en Méditerranée. Et dans ce contexte, les navires de la marine française ont sillonné ces eaux. C'est ainsi qu'en avril 1820, un navire militaire arrive sur l'île de Milo, dans l'archipel des Cyclades, qui appartiennent aujourd'hui à la Grèce et faisait alors partie de l'Empire ottoman. Des mois auparavant, un agriculteur de l'île, Giorgos Kendrotas, cherchait des pierres pour fabriquer son barde, et dans cette tâche, il a trouvé ce qu'il a immédiatement reconnu comme une sculpture féminine, mais divisée en deux. Au total, l'œuvre réunie mesure 2 mètres de haut et pèse 900 kilos. Un jeune officier de la marine militaire française, Olivier Boutier, est venu voir le paysan en question, qui a demandé une grosse somme d'argent pour les pièces. Le jeune Olivier a demandé l'aide de son gouvernement, car il considérait l'achat de cette œuvre comme important. Après de nombreuses altercations, et avec l'autorisation du sultan d'Istanbul, il a amené les sculptures en France. En arrivant à Paris, il les présente au roi Louis XVIII, qui n'était ni plus ni moins que le frère cadet de Louis XVI. À la chute de Napoléon, les puissances de l'époque se sont réunies pour instaurer un nouvel ordre mondial. C'est ce qu'on appelait la conférence de Vienne. Parmi les accords conclus à cette conférence, il était établi que toutes les œuvres d'art que Napoléon avait volées au reste de l'Europe devaient retourner à leurs propriétaires respectifs. Le palais du Louvre, que Napoléon avait transformé en musée impérial, fut subitement dépouillé de plusieurs de ses grandes œuvres. Louis XVIII a jugé opportun d'exposer cette belle pièce dans celui qui se faisait appeler maintenant Musée Royal. L'expert du musée de l'époque considérait qu'il s'agissait bien d'une œuvre majeure de l'art hellénistique. Le paysan grec l'avait trouvée en 2 parties, car c'était une technique largement utilisée par les sculpteurs grecs vers le IVe siècle avant Jésus-Christ. À savoir, les sculptures étaient faites par pièces, puis assemblées. Cette réunion restait presque invisible à l'auteur de l'ange. Les sculptures étaient arrivées à Paris de Milo sans ses bras. Les experts ont fait de nombreux tests de plâtre pour les ajouter. Mais finalement le roi a estimé que le plus approprié était de la laisser telle qu'elle. Je dois souligner que nous ne devrions pas l'appeler Vénus de Milo, mais Aphrodite de Milo. Lorsque les Romains, dans leur guerre de conquête, ont annexé la Grèce antique, ils ont assimilé pratiquement
toutes les croyances religieuses des anciens Grecs et ont adopté leur dieu, ne changeant que leur nom. Cette déesse, qui était la déesse de l'amour et de la beauté, en Grèce s'appelait Aphrodite et à Rome s'appelait Vénus. Au début du XIXe siècle, les grandes nations voulaient se doter des importants musées pour démontrer leur grandeur. Dans les différentes capitales européennes, nous assistons à l'émergence de musées importants. Et pour le Louvre de Paris, il était d'une grande importance d'avoir des œuvres comme la Vénus de Milo. Initialement, la sculpture a été attribuée à l'ancien sculpteur grec Philéas. Plus tard, elle a été attribuée à Praxitèle, bien que l'on ne sache jamais avec certitude qui est l'auteur. Nous ne saurons pas non plus s'il s'agit d'un original ou d'une copie, fidèle ou plus ou moins libre d'une autre sculpture. Ce que nous savons, c'est qu'elle était fabriquée en marbre de Paros, avec les techniques utilisées autour du IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas non plus prétendre qu'il c'est une Aphrodite. On est arrivé à cette conclusion par la pureté de ses traits et la beauté de son corps. Mais il pourrait bien s'agir d'Amphitrite, l'épouse de Poséidon, Neptune pour les Romains. Il n'était pas exclusif au Louvre de fabriquer un chef-d'œuvre à partir d'un objet en sa possession. Des autres musées ont suivi la même formule. Mais si la Vénus ou l'Aphrodite de Milo avait cette importance, c'est parce que tout au long du XIXe siècle, Paris était la capitale des arts, et les artistes et intellectuels du monde entier venaient dans cette capitale, et évidemment à son principal musée. Et la Vénus de Milo a fait l'objet de ses inspirations. Ce que l'œil inexpérimenté ne parvient pas à observer, c'est que dans les lobes, il y a des trous qui ont clairement reçu des boucles d'oreilles. Au niveau de la tête, il y a une ranure ou une diadème reposée, et dans l'avant-bras droit, il y a des trous qui ont certainement servi à mettre un bracelet. On pense également que les cheveux et les lèvres ont été peints. Par rapport à ses bras, les spéculations sont multiples. Les experts pensent que le bras droit est curvé vers la poitrine. Alors peut-être dans cette position, elle tenait un arc ou un bouclier. Quant au bras gauche, qui est évidemment soulevé par la position de l'épaule, il aurait été trouvé près de l'endroit où elle était découverte à Milos, et que la main gauche tenait une pomme. Ses bras auraient été perdus lors du voyage à Paris. Le fait de tenir la pomme fait une allusion directe à Vénus, qui c'est elle qui a gagné la pomme de la discorde, qui était le vénément qui a ensuite généré la guerre de Troie. Mes chers amis, le fait est un. La Vénus de Milo, soit une œuvre originale ou la copie d'une autre sculpture déjà existante, soit Vénus, Aphrodite ou n'importe quelle autre déesse, soit d'un sculpteur ou d'un autre, on ne peut moins que regarder avec vénération et étonnement la manière dont les anciens Grecs représentaient la beauté du corps féminin. C'est ainsi que j'ai fini l'émission d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, le dire à vos amis, faire clic à la petite cloche, et comme d'habitude, en vous remerciant pour suivre mon travail et en vous disant à la prochaine.